Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast est soutenu par une entreprise dont je suis fan et que je suis depuis longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels, avec ses marques engagées qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Mille merci à notre partenaire officiel. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. En ces temps de crise sanitaire, notre système immunitaire est mis à l'épreuve. Une bonne nutrition est essentielle pour le renforcer, mais les meilleurs alliés de notre santé sont des ingrédients souvent peu familiers de nos assiettes, les plantes sauvages, qu'on appelle à tort mauvaises herbes. Notre invité du jour l'affirme, ces plantes regorgent de micronutriments qui fortifient nos défenses naturelles. Auteur du livre « Ce que les plantes ont à nous dire » aux éditions Les Liens qui libèrent, cet ethnobotaniste a parcouru le monde sur la trace de végétaux aux vertus oubliées. Il nous explique comment les réintégrer à notre régime alimentaire pour une vie plus saine. J'ai le plaisir d'accueillir François Couplan. Bonjour François. Bonjour Anne. Alors vous dites que les mauvaises herbes n'existent pas. Pourquoi dites-vous cela ? Je suis pas le premier à dire ça. Le premier qui l'a dit de cette façon, c'est un philosophe américain qui s'appelle Ralph Emerson au XIXe siècle et qui disait « Il n'y a pas de plantes sauvages, il n'y a que des plantes dont on ne connaît pas les propriétés. » C'est bien. Moi je dirais dont on ne connaît plus parce que à un moment ou à un autre de notre histoire, l'homme s'est nourri de ces plantes sauvages qui n'étaient pas pour lui des mauvaises herbes à l'époque, mais qui faisaient vraiment partie de son alimentation. Vous voyez, donc c'est quelque chose de complètement normal. Donc on s'en doute bien dès qu'on creuse un tout petit peu la question. La notion même de mauvaises herbes ne tient pas la route. Enfin, je veux dire, c'est purement culturel et subjectif. Ça n'a rien à voir avec la réalité brute. Et même vis-à-vis de nous, si certaines sont mauvaises, effectivement, parce que toxiques, la plupart, au contraire, sont plutôt bonnes parce que pleines de toutes sortes de nutriments qui nous rendent bien service. Alors pourquoi justement est-ce qu'on a cessé de manger des herbes sauvages ? Écoutez, on va dire qu'il y a deux grands facteurs. Le premier facteur remonte à 10 000 ans, c'est celui du développement de l'agriculture. Quand on s'est mis à, plutôt que d'accepter, comme on le faisait jusqu'à présent, directement les cadeaux de la nature, on s'est dit, voilà, je veux que pousse telle ou telle plante, donc je vais cultiver telle ou telle plante. Et les telle ou telle plante, c'était avant tout des céréales et des légumineuses. Les légumes, les fruits, les condiments, tout ça, ça n'est venu que beaucoup plus tard. Et c'était une façon, on va dire, de stocker de l'énergie, de stocker des glucides, des protides, des lipides également, donc les macronutriments, de façon, on peut dire, performante, puisque ça a provoqué l'accroissement très rapide de la population humaine, en entraînant toutes sortes de problèmes dont on pourra parler, parce que ça vaut la peine, on est en plein dedans en ce moment, Oui. Complètement en plein dedans sans le savoir. Mais à côté de ça, l'être humain a continué à récolter des plantes sauvages pour se nourrir. C'était complètement normal. Et ce dont on a besoin, ce qui, d'un point de vue nutritionnel, est le plus intéressant pour nous, sont les légumes feuilles. Voilà. Donc les feuilles, on en trouve partout. On en trouve des dizaines, des centaines, des milliers d'espèces. Et c'est vraiment ce qui nous apporte les micronutriments. Voilà. Qui sont indispensables à notre santé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on les a oubliés ? Principalement pour des raisons socio-historiques, c'est-à-dire que en Occident, au Moyen Âge, les classes supérieures, les nobles, ont voulu se démarquer des classes inférieures par l'habitat, l'habillement, la langue et l'alimentation. Et du point de vue de l'alimentation, c'était très clair. On mange de la viande, beaucoup de viande, et puis des produits raffinés. Et puis, on consomme, dans le domaine du végétal, des plantes qui proviennent d'ailleurs, des légumes, des fruits, qui ont été introduits et qui demandent à être cultivés parce qu'ils ont déjà été transformés par l'être humain. Ils ne pourraient pas vivre tout seuls sans qu'on s'en occupe. Ce qui veut donc dire que quand on mange des haricots verts, ça signifie de façon très claire, moi je suis un riche, je suis quelqu'un de bien, parce que j'ai les moyens de payer quelqu'un
pour cultiver ces végétaux qui ont été transformés par le génie humain. Si à côté de ça, vous mangez des plantes sauvages, si vous mangez par exemple, si vous mangez de la soupe d'ortie, ça veut dire très clairement, moi je suis un pauvre, j'ai pas les moyens de faire autrement que de manger ce que m'offre directement la nature sauvage. Et donc c'était beaucoup moins valorisé. Il faut se souvenir d'une chose, c'est que, et ça on le sait pas assez, on le dit pas assez, on n'en est pas assez conscient et pourtant c'est vraiment fondamental. En fait, on ne se nourrit pas de nutriments, on se nourrit de symboles. On mange des symboles. Quand on consomme quelque chose, c'est pas vraiment pour apporter certes des différents éléments à notre organisme, c'est sous-jacent. C'est avant tout parce que ça nous parle, parce qu'on pense que c'est bien, que c'est accepté. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on mange encore beaucoup de viande. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, ne consomme que des légumes cultivés, des légumes, des fruits cultivés, et que tout le reste, on l'a oublié et relégué au rang de nourriture pour les pauvres. Est-ce qu'il y a une peur reptilienne quand même derrière ça, de manquer, de nourriture? Et pourtant, je dis ça, et vous dites qu'au Paléolithique, l'homme finalement mangeait équilibré, ne manquait de rien, il avait une alimentation variée. Alors, j'étais pas au Paléolithique et je ne sais pas. On se rend compte simplement d'une chose, c'est que quand on a des squelettes néolithiques, qu'on les compare avec des squelettes néolithiques, eh bien très souvent, on voit dès le début du néolithique des traces de carence en micronutriments justement, en différents éléments. On voit des caries dentaires, on voit un rétrécissement de la denture. Donc manifestement, le régime alimentaire néolithique qu'on a mis au point, basé sur des bouillies de céréales, il n'est pas extrêmement performant du point de vue de la santé. Maintenant, moi, je ne fais que supposer que à l'époque paléolithique, donc il faut quand même savoir qu'elle a duré, mais véritablement, 290 000 ans, puisqu'on a même plus, puisqu'on a 315 000 ans, et que l'agriculture n'a que 10 000 ans, et qu'en fait, on a encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, continué à manger des plantes sauvages, on peut dire jusqu'au Moyen-Âge. D'ailleurs, dans d'autres pays du monde, on pourrait y revenir, les plantes sauvages continuent à faire partie de l'alimentation d'une façon complètement normale. Donc, de plantes cultivées, qui est quelque chose de tout à fait bizarre et de tout à fait récent. Vous voyez? Ça, c'est pas normal. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes, il faut bien le dire. Euh, Oui. mais voilà, moi je pense que l'agriculture n'a pas du tout été inventée pour nourrir une population de pauvres chasseurs-cueilleurs qui, euh, qui crevaient de faim, comme on a tendance à le penser. Non, pas du tout. C'est vraiment, encore une fois, là aussi pour des raisons socio-culturelles, parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme est être de symbole de toute façon. Ce qui Mhm. compte dans son comportement, quel qu'il soit, et également dans son comportement Oui. alimentaire, c'est que les choses soient bien et c'est qu'il gagne du statut. Voilà. Donc, consommer des plantes cultivées, ça apportait du statut, ça permettait, ça avait un côté pratique aussi, ça permettait effectivement de concentrer les aliments et donc de concentrer la population. Mais d'un autre côté, ça permettait aussi, quand on accumulait des biens matériels facilement stockables, comme les grains de céréales et les graines de légumineuses, ça permettait d'acquérir de la richesse. Donc, encore une fois, du statut. Voilà. Hmm. Alors pourquoi les plantes sauvages comestibles et médicinales sont-elles meilleures pour la santé que les plantes cultivées que nous consommons normalement? Et là, pour pouvoir comparer, qu'est-ce qu'on peut comparer? Parce qu'évidemment, si on compare avec une agriculture ultra pesticide, sans biodiversité, j'imagine qu'il n'y a pas de comparaison possible. Mais si on est Bien dans sûr, des... toutes les Voilà. comparaisons sont possibles, oui, bien sûr. Oui. Les comparaisons sont possibles. Mais tout simplement deux choses. C'est la concentration en micronutriments, Mhm. qui est bien supérieure dans les plantes sauvages, en particulier dans les feuilles, quand on les compare aux plantes cultivées. Ça, vous l'avez mesuré, vous? Oh, moi, je l'ai pas mesuré. Moi, je l'ai pas mesuré moi-même. Je suis allé chercher des tables. À une époque, j'ai épluché la bibliothèque de Nestlé au Mont-sur-Lausanne, et ils ont tout, hein, ces gens. Ils ont tout, ils sont au courant de tout. C'est des pros, c'est les meilleurs du monde de ce point de vue-là. Et donc, j'ai trouvé toutes les tables de composition qui provenaient souvent de l'OMS d'ailleurs, hein, parce que l'OMS sait très bien comment résoudre le problème de la malnutrition, hein, c'est très simple.
En gros, il suffit de laisser les gens, d'inciter les gens à consommer leur alimentation traditionnelle, en gros, quoi. Voilà. Et d'éviter les problèmes de famine qui sont liés aux guerres, principalement. Mais voilà, les données existent. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées, Mm. et donc qui compare les plantes, comment dire, qui compare donc voilà un certain nombre de plantes sauvages et des plantes cultivées. Hum, et il n'y a pas photo, comme on dit, façon triviale. Non, mais il y a beaucoup plus de nutriments dans les plantes sauvages, et c'est complètement logique, puisque, elles sont concentrées par essence, puisqu'elles ne sont pas arrosées, elles poussent sur des sols où elles sont parfaitement adaptées, elles sont pas gorgées de nutriments azotés, phosphorés, de choses comme ça, donc elles prennent ce qu'il leur faut et elles sont concentrées, tout simplement. Voilà, Oui. ça c'est une chose. D'autre part, on a affaire à des espèces qui ne sont pas modifiées par l'être humain, puisque modifiées génétiquement à partir du moment où on cultive, donc déjà à partir du paléolithique, enfin du début du néolithique plus exactement. Donc dès qu'on a commencé à cultiver les plantes, on les a modifiées génétiquement. Hein, les OGM, ça date de 10 000 ans. Les OGM, c'est pas ce qu'on appelle à l'heure actuelle OGM, qui sont en fait des organismes transgéniques. Donc la manipulation génétique est beaucoup plus ancienne. Elle se pratique d'abord par la sélection naturelle, se pratique ensuite par l'hybridation, et ensuite, dans un troisième temps, on a la transgénèse, ce qu'on connaît à l'heure actuelle et ce qu'on décrit, du verbe décrier, hein, je veux dire ce qu'on n'accepte Oui. pas en Europe du moins, parce qu'on pense que c'est pas bien, mais la manipulation génétique artificielle, par sélection et par hybridation, elle est beaucoup plus ancienne. Par sélection, elle date des débuts de l'agriculture. Voilà. Mm. Donc tous les légumes que l'on cultive habituellement sont des OGM, c'est-à-dire au sens sensu stricto, au sens strict, des légumes, des organismes génétiquement modifiés, avec des implications bien sûr sur leur teneur en nutriments. Ça, bien évidemment. Quand vous voyez un chou cultivé, un chou blanc, et que vous le comparez, par exemple, à un chou sauvage, Brassica oleracea, qui pousse sauvage sur les côtes de la Manche, la comparaison, elle est facile à faire déjà visuellement et ensuite nutritionnellement. Voyez. Et Oui. puis l'autre aspect qui est favorable dans le domaine des plantes sauvages, c'est leur grande diversité, c'est-à-dire le fait qu'on a en Europe, j'ai recensé 1600 espèces de plantes sauvages différentes contre une trentaine de légumes et de fruits couramment cultivés. Vous Oui, voyez. c'est énorme. Donc sur Oui. ces deux plans, c'est Mm. très simple à comprendre et c'est pas compliqué. Oui. Alors justement, dans votre livre et puis les précédents et le dernier, vous dites on peut les trouver partout, même en ville. Et vous expliquez d'ailleurs comment et où les trouver. Et vous organisez aussi des stages à ce sujet. Et vous dites les plantes peuvent changer votre vie. Alors expliquez-nous un peu ça. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer les plantes uniquement comme des supports nutritionnels, comme des organismes, voilà, on va dire comme des produits qu'on peut utiliser. Oui. C'est le cas bien sûr, puisque sans les plantes, on ne peut pas vivre, bien évidemment. Elles nous fournissent notre nourriture, que ce soit à nous directement ou par animal interposé. Et d'autre part, elles nous fournissent de l'oxygène. Elles nous fournissent aussi des tas d'autres choses. Hein. Pensez au bois, pensez au textile, bon, etc. Voilà. Donc on ne peut pas vivre sans les plantes, ça c'est un fait. Et voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. D'un autre côté, Hmm. il faut bien se rendre compte que les plantes, ce sont des êtres vivants. Et ce qui me paraît le plus important pour moi au final, c'est de se rendre compte, de prendre conscience qu'elles existent en tant que telles. Pas pour nous rendre service, mais en tant que telles, simplement parce qu'elles sont là. Donc ça veut dire qu'on peut développer avec les plantes une véritable relation, une relation qui commence par l'observation, le fait de pouvoir les regarder de près, de prendre son temps pour le faire, et ça c'est très important parce qu'en général on vit sans prendre son temps. Ensuite, de les toucher, de les sentir, de les goûter, donc de prendre véritablement contact avec elles par tous nos sens et de développer une relation comme on développe une relation avec des êtres humains, sauf qu'évidemment, elle n'est pas pareille, on va pas aller tripoter quelqu'un, mais on va lui demander son pédigré et différentes choses. Oui. On peut se renseigner aussi sur les plantes, mais le contact, il se fait directement
directement nous-mêmes. Et on en a un besoin énorme, surtout en ce moment où, alors en ce moment, en général, où notre espèce, et en particulier en Occident, est complètement coupée d'autre chose que d'elle-même. On vit dans un monde purement anthropocentrique et on devient complètement fou, ça marche pas, quoi. Je veux dire, on disjoncte. Et la pseudo-crise qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle en est un exemple flagrant. Et il y en aura certainement d'autres. Là, c'est un petit peu grave, c'est un petit peu chiant, mais ça pourrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ennuyeux que ça pour les êtres humains qui vivent sur Terre. Voilà. Et donc, le fait de développer une relation avec les plantes, une véritable relation avec les plantes, en temps de crise, ça aide, d'une part, et d'autre part, je pense que ça peut véritablement donner un bon coup de pouce pour éviter le pire, si je puis dire. On en a besoin. Oui. Alors vous dites que vous êtes fixé une sorte de mission, c'est un peu caricatural la façon dont je le dis, mais vous avez envie pour sauver le monde, de rapprocher l'humain du végétal. Et vous dites, vous venez de le dire, en ce moment on disjoncte. En même temps, on voit dans l'histoire de l'humain qu'il a toujours un peu disjoncté quelque part, si on prend le 19e siècle. Enfin, en même temps, notre histoire, en tout cas, vous le redisiez tout à l'heure, du néolithique est finalement récente. Mais alors peut-être que cette disjonction, ce disjonctement, je ne sais pas comment on dit en français exactement, est plus récent ou peut-être est plus exponentiel, et on le voit plus parce qu'on a les moyens de le voir. Mais comment le végétal peut finalement nous réaligner pour nous permettre de respecter finalement les lois du vivant de manière plus intense peut-être ? Bon, c'est pas compliqué. L'être humain est tel qu'il est fondamentalement, profondément. En particulier depuis ce qu'on appelle la révolution cognitive, il prend contact avec le monde extérieur par les concepts, par son cerveau. Il crée le monde, il est constamment en train de créer le monde. Et il se trouve que son cerveau, il est tordu. Il a en particulier un circuit de récompense qui s'appelle, qui est lié à une partie du cerveau qui s'appelle le striatum. Et voilà, quand on mange beaucoup, on est content. Quand on fait beaucoup l'amour, on est content. Quand on prend du pouvoir sur les autres ou sur autre chose, on est content. Donc, ce désir de se goinfrer, ce désir de prendre du pouvoir, ce désir de, comment dire, de se représenter le monde, il est intrinsèque à l'être humain, de toute façon. Alors, ça nous, si vous voulez, jusqu'ici, jusqu'au néolithique, en tout cas, on avait les moyens de pas, que ça fonctionne quand même. À savoir que, ma foi, quand on avait à manger, on mangeait beaucoup, on faisait des réserves, puis quand il n'y avait pas à manger, on mangeait pas. Voilà. Prendre du pouvoir, on était limité par le fait même de la structure de la société qui empêchait quelques individus de prendre le pouvoir sur tous les autres pour la bonne raison que ça fonctionnait pas, qu'on avait besoin les uns des autres. Voilà. Depuis le néolithique, ça a complètement changé parce que on peut donc concentrer de la richesse, donc du pouvoir dans les mains de quelques personnes. On peut, quand on se goinfre, ma foi, ça profite à quelques-uns, mais les autres en pâtissent. Et puis, comment dire ça, on développe une civilisation qui est basée, on va dire, uniquement sur le matériel et que notre cerveau très puissant permet de développer d'une façon, de la façon qu'on connaît, quoi, d'une façon mais complètement incroyable. Il n'y a pas un autre animal sur Terre qui est capable de faire ce qu'on a fait en quelques milliers d'années. Voilà. Donc, on est extrêmement performant. Le problème, c'est que notre performance, elle contient les germes de sa propre de ses propres limitations, de sa propre destruction, parce que en développant une civilisation purement matérielle, on en oublie toutes sortes de choses qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment fondamentales, on laisse de côté. Et résultat, on en arrive dans une situation où le pouvoir matériel se concentre dans les mains de quelques personnes et où tout le monde a envie de consommer, de vivre vraiment dans un monde matériel très, sans limite, parce qu'il n'y a pas de limite à notre désir de satisfaction. Tout à fait. Et par contre, voilà, on vit sur une planète finie avec une population qui s'accroît de façon
exponentielle et des désirs qui s'accroissent aussi de façon exponentielle. Donc, mathématiquement, c'est un modèle qui tient pas tellement la route, de toute façon. Donc, ça, c'est une chose qui est assez gênante, il faut le dire. Ouais. Et puis, ben, je dirais, il n'y a pas que ça. C'est que l'être humain est de toute façon un malade. L'être humain, par essence, est pathologique. Si je peux le dire comme ça, alors là, je m'en vais, on me suit ou on me suit pas, là, c'est comme vous voulez. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème avec moi. Je prétends pas euh, expliquer les choses d'une façon claire, nette, précise et à laquelle tout le monde peut croire. De même que j'ai pas du tout l'envie de sauver le monde, quoi que ce soit. Surtout en ce moment, je dois dire que si je me laissais aller à mes observations principales, je peux vous dire que franchement, je crois pas qu'on va pouvoir sauver quoi que ce soit. Non, je crois pas. Là, ça part vraiment euh, un petit peu trop dans tous les sens. J'entends des gens que je pensais intelligents proposer des solutions qui sont complètement irréalistes et surtout sans se responsabiliser eux-mêmes. Ça, à mon avis, ça provient justement de ce fait on a vraiment de gros problèmes, nous, à nous incarner dans le monde, dans la réalité, dans la dualité, et que du coup on voit pas les choses. Ça veut dire que d'une façon générale, on voit les choses d'une façon contradictoire, alors que le propre de l'homme, si je puis dire, c'est d'être inconsciemment conscient de l'unité et de faire tout ce qu'il peut pour rechercher l'unité dans la dualité. Hmm. Mais le problème, c'est que ben il n'utilise pas vraiment les moyens qu'il faut pour ça, et donc du coup, il va se déresponsabiliser, accuser les autres de de tous nos maux, et ça peut pas tenir la route. Les choses ne peuvent provenir que une responsabilisation totale de l'individu, et l'individu, c'est-à-dire de moi-même, et pas de quelqu'un d'autre. Et ça, je ne peux le percevoir, à mon avis, mettant en œuvre ce que j'appelle la pensée paradoxale, c'est-à-dire le fait de vivre les opposés de la dualité de façon simultanée et non pas de façon opposée, pas de façon contradictoire, pas de façon décalée. Oui, c'est ça. Vous voyez? C'est Donc, l'accueil du tout. ben oui, voilà, pour moi, donc je suis responsable de tout et pourtant, bon, effectivement, bien sûr, il y a une réalité qui fait que je ne peux pas faire plus que ce que je peux, mais je tends toujours à faire le maximum tout en sachant que je ne peux pas y arriver. Mais c'est pas une raison pour baisser les bras. Alors justement, c'est ça que les plantes ont à nous dire. Je reprends le titre de votre livre. Il faut reprendre Oui, cette relation saine et finalement, elles ont à nous apprendre. Déjà aller à leur rencontre, hein, comme vous dites, et puis ensuite à nous rappeler ces lois du vivant, ces règles. les plantes, de toute façon, elles ne vivent pas la dualité. Elles sont incarnées, bien sûr, elles sont matérielles, mais elles vivent pas la dualité comme nous, elles n'ont pas cette problématique. Et ce que je sais, en tout cas, c'est que cette relation que je développe avec les plantes, c'est très apaisant, ça me remplit. J'ai besoin d'avoir des relations avec les êtres humains. Les relations avec les êtres humains sont beaucoup plus conflictuelles. Les relations avec les êtres humains sont toujours pleines de contradictions. C'est à moi de travailler justement sur cette espèce de retour à l'unité, ce rassemblement que permet la pensée paradoxale pour pouvoir avoir des relations saines avec mes compatriotes humains et avec la réalité que je crée moi-même. Mais quand je suis avec les plantes, c'est simplissime. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, en plus, c'est passionnant parce que les plantes, comme je le disais tout à l'heure, il faut pas tomber dans l'angélisme. Il y a des plantes qui sont mortelles, il y a des plantes qui sont pas bonnes pour nous, il y a des plantes dont il faut se méfier. C'est pas d'elles qu'il faut se méfier, mais de nous, si je puis dire. Et donc ça veut dire que je suis constamment sur la brèche. Je suis constamment en train d'essayer de comprendre, en train de me former. C'est absolument passionnant. Donc ça fait vraiment du bien, ça. Et puis, Alors justement, cette dualité, est-ce que c'est à cause de notre dualité qu'on a interdit des plantes? Par exemple, dans l'herboristerie française, il y a quand même beaucoup de plantes qui ont été interdites à une époque. oui. Est-ce que c'est parce qu'on se méfie de nos excès, nous, les êtres humains? Et qu'est-ce que vous pensez Bon, de ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment des plantes qu'il faudrait réhabiliter? On parlait hors antenne
hier au téléphone de l'Artemisia annua, par exemple, qui est interdite en France. Oui. Bah, enfin, je vois pas très bien enfin, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites là. La première chose qu'il faut voir, pourquoi est-ce qu'on interdit? Eh bien, il y a plusieurs raisons. On interdit par peur, d'une part, et on interdit d'autre part par volonté de dominer, encore une fois, de prendre le pouvoir, et en C'est particulier ça. pour des réalités économiques. Je veux dire, si on peut vendre quelque chose en interdisant autre chose, on le fait, c'est normal. Je veux dire, ça fait partie du développement de notre civilisation. Euh, voilà, les réalités économiques sont là depuis déjà longtemps et elles sont pas encore tout à fait parties, je pense. Elles peuvent, dans certains cas, être contournées. Maintenant, il faut bien comprendre quels sont les enjeux. Il faut pas retomber soi-même dans le même travers. À côté des réalités économiques, il y a des questions de peur, il y a des questions de statut, des questions comment je peux dire, il y a des plantes qu'on interdit parce que on pense que c'est mal de les utiliser pour des raisons qui sont comme comment dire, qui qui ont à voir avec une certaine réalité, mais pas avec celle de comment je peux dire qu'on met en avant généralement. Les raisons pour lesquelles on interdit le chanvre, par exemple, ah ma foi, c'est pas ça a été interdit parce que euh, les fibres de chanvre faisaient concurrence au nylon récemment inventé par Dupont de Nemours et qu'on a essayé d'éviter que le chanvre continue à avoir trop de part de marché pour pouvoir développer le nylon. Enfin, euh, je vais pas vous l'expliquer en détail, je l'ai expliqué dans mon livre d'ailleurs, ça, cette chose-là. Oui. Voilà, c'est intéressant de comprendre ça. Donc là, derrière ça, il y avait nettement une réalité économique qu'ensuite on a fait passer pour des réalités, comme on peut dire, socioculturelles. C'était des trucs de noirs, ça allait corrompre la jeunesse blanche, enfin, et tout ce genre de choses. Bon, Hmm. ben voilà, il y a d'autres plantes qui sont interdites parce que, je sais pas, les datura, par exemple, c'est des plantes de pouvoir, c'est des plantes qui, quand on les prend, on risque véritablement gros. C'est vrai, c'est une réalité. Si c'est bien conduit, on risque pas trop. De toute façon, on risque moins que de se mettre au volant de sa voiture, c'est bien clair, c'est une évidence. Mais voilà, il y a des risques, il y a des plantes toxiques, donc il y a des plantes dont on dit il faut pas, enfin voilà, il faut pas les utiliser, on vous les interdit pour telle et telle raison. Bon, c'est Hmm. généralement assez ridicule en fait quand on regarde, mais c'est exactement la même chose que le fait de nous avoir privés de liberté là pendant quelque temps et c'est pas fini, on est toujours privé de liberté, ça faut bien s'en rendre compte. Bon voilà, il y a des raisons qui sont comment je peux dire des raisons tout à fait compréhensibles et si j'étais à la place des dirigeants, j'en ferais autant, c'est pour pas avoir de problème et c'est parce que c'est ce que demande le peuple. Donc on répond aux demandes du peuple d'une façon qui est différente en France, en Suisse, en Allemagne ou au Japon. On le voit bien. Voilà. Donc Oui. il y a des réalités dont il faut tenir compte. C'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. Il faut vraiment comprendre exactement, précisément ce qui se passe. Et je vous assure que le fait de se pencher sur notre relation aux plantes, à travers les âges et à travers les lieux, eh ben, ça nous donne vachement de pistes de réflexion, quoi, qu'ensuite Oui. il faut développer. Alors justement, c'est une question que j'allais vous poser. Vous me l'attendez. Il faut un certain état d'esprit pour entrer en relation avec les plantes. François Couplan. Oui, il faut en avoir envie, quoi. L'envie seule suffit Ben, pour entrer dans cette relation parce que oui, je regardais un petit peu votre enfance. Vous avez vraiment grandi. Vous dites que ces saveurs, le fait de oui. ramasser des fraises de sauvages, de cueillir des pissenlits, ça a vraiment nourri cette passion, ce goût. Est-ce qu'on peut finalement développer ça et comment le faire quand on n'a Ah, pas forcément eu cette bah, enfance-là? c'est simplissime. Moi, quand j'emmène les gens au bois de Vincennes, qu'on sort du métro, qu'on se met sur la pelouse, que je leur dis, regardez là. Ils me disent, ben quoi, c'est de la pelouse. Ouais, mais regarde, est-ce que tu vois des choses, des plantes? Je dis, c'est vert, quoi. Ouais, regarde un peu mieux là, c'est pas que vert. Ah ouais, là il y a une petite fleur bleue. Ah bah là tiens, il y a un truc rose. Ah, il y a des pâquerettes. Ah, il y a eh, en 10 minutes, on a dénombré 30 plantes différentes, 30 espèces de plantes différentes.
Donc là, je peux vous dire, les gens, ça fait clic, 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 comme ça, là. Et quand je leur dis, tiens, prends une feuille de plantain, écrase, qu'est-ce que ça sent? Bon, ça sent l'herbe, ça sent le gazon. Non, mais attends un peu. Ah, ça sent le champignon, mon chien. Ah ouais, etc., etc. On embraye là-dessus. Tu vas faire du pesto, tu vas retrouver le goût de champignon, etc. Bah, voilà, c'est fait. En 10 minutes, c'est fait, quoi. En 10 minutes, les gens, ils ont changé de regard sur le monde. Donc, il n'y a pas besoin. C'est aussi ce qu'apprend la pensée paradoxale. C'est que on peut y mettre. Moi, ça fait 70 ans que je tripote les plantes et que je suis avec, mais ça peut venir comme ça, en un claquement de doigts, ça peut venir en quelques secondes. Bah, ça, c'est toujours une bonne Donc c'est nouvelle, à la hein. fois immédiat et à la fois, ça peut ne jamais venir d'ailleurs pour certaines personnes. Pourquoi pas si les gens ont pas envie. Non, non, mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on reconnecte, on peut reconnecter extrêmement vite avec le vivant, même si on n'a pas été entre guillemets Voilà. éduqué à ça. En même temps, est-ce que ce Voilà. serait... Mais après c'est du travail, Oui, hein. Le déclic, il peut être immédiat, mais après c'est du travail. Il faut prendre du temps. Il faut prendre beaucoup de temps. Et qui a envie de prendre du temps? Ben, c'est pas tout le monde. bien sûr. Donc ça peut se faire. Est-ce que ce serait important d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge, que dans les écoles, on puisse, comme ça, les éveiller vraiment à cette connexion aux plantes sauvages? Alors oui, moi, il me semble que ce serait plutôt les enfants qui devraient éduquer les adultes, parce que c'est pas compliqué. Je vais vous dire, moi, je prendrais des adultes, des enfants à la place de mes adultes au bois de Vincennes. Je leur dis, allez-y. Ouais, monsieur, ouais, regardez, il y a ça. Oh, il y a, tiens, c'est un pissenlit, on peut le manger. Crunch, crunch, je peux le manger, monsieur. Et ça. Ah, attends, c'est du pain béni, les gamins. Je veux dire, il n'y a pas besoin de leur apprendre des choses. En tout cas, le déclic, il n'y a pas besoin de le leur donner. Mais simplement, il faut pas leur interdire. Il faut pas leur dire ah bah ouais, ne touche pas, c'est du poison, je sais pas ce que c'est, et puis il y a des crottes de chien, et puis c'est dégueulasse, et puis de toute façon c'est pas de la nourriture humaine, et puis de toute façon va te coucher, arrête de m'emmerder. Est-ce qu'on a un Euh, instinct quand même de c'est du vécu un peu quand Bah oui, même tout c'est du ça. vécu, ouais, j'entends. Est-ce qu'on a quand même un instinct des plantes qui sont C'est bonnes ou trop vu mauvaises ça. pour nous? Non, Non? non. On est contrairement aux animaux, on n'a pas cette... Bah on n'est pas des animaux, Ouais. je veux dire, on est des êtres de concept, on est des êtres de symboles. On voit tout à travers des symboles. Donc les instincts, bonjour. Bien sûr, ils existent, on peut les retrouver, on peut les développer, mais comme ça, de but en blanc, comme on dit, Oui. non. Non. Si je vous disais oui, il y a des gens qui me diraient, ah ouais, ouais, j'ai essayé ça, c'était mon instinct qui me le disait, comme des stagiaires. Moi, je me souviens d'une stagiaire une fois, ah ouais, j'avais jeûné, et puis j'ai fini mon jeûne, et puis je suis allé dehors, il y a des plantes sauvages, puis il y a une fleur jaune, elle m'a dit, mange-moi, etc. Je l'ai mangé, j'étais malade, j'ai vomi toute la nuit. Elle C'était est... une fleur de cytise, c'était pas terrible. Ah, soyons réalistes. Hmm. Alors, d'un point de vue symbolique, est-ce qu'il y a des plantes qui viennent justement nous donner des messages, sans parler de cet instinct de les manger? Mais vous parliez de la Bah, toutes, datura, oui. ouais, toutes. Ah bah alors toutes, évidemment. Enfin, je veux dire, il y a des plantes qui contiennent des principes actifs, comme là vous citez la datura, les alcaloïdes tropaniques. Ça fait des choses, ça interfère avec les médiateurs neurochimiques, et donc ça fait qu'il y a des connexions dans le cerveau qui se font différemment. Donc on perçoit d'autres réalités. Bon, ça peut être au détriment de notre bien-être, de notre santé, etc. Comme ça. Oui, bien sûr, il y a des plantes psychotropes, évidemment, mais toutes les plantes, on s'en fout des plantes psychotropes. C'est pas plus intéressant que d'autres plantes. Voilà, la datura, c'est pas plus intéressant qu'un pissenlit, je peux vous l'assurer. Voilà, sauf si on a envie de faire des voyages et puis de se donner des frissons et des trucs comme ça. Bon, ça c'est son choix. À ce moment-là, on prend plus de risques. Bon, très bien. Mais toutes les plantes, elles nous racontent plein de choses. De toute façon, il suffit de savoir les écouter, si je puis dire. Et c'est pas quelque chose qui se fait avec les oreilles. Ouais. Par contre, on pourrait se connecter à l'énergie d'une plante pour se soigner si on a la connaissance des propriétés. Je pense aux plantes médicinales. Ben, c'est-à-dire, Anne, il faut bien comprendre ce que c'est que la maladie. Il faut bien comprendre ce que c'est que la maladie. Et puis, il faut bien se dire quand même que la meilleure façon de se soigner, c'est de pas tomber malade. Non, mais ça, je suis d'accord. Ben voilà. Donc, à partir du moment où on perçoit les choses de cette façon-là, je peux vous dire que les plantes médicinales et que se soigner, c'est réduit à sa plus simple expression. Hmm. On n'a pas de raison. Et même quand on tombe malade, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout. C'est notre organisme qui se soigne, qui se guérit lui-même. C'est tout un ensemble. Les médicaments, évidemment, ont une action, on le sait. Le placebo a une action au moins aussi importante. L'organisme a aussi une action autocurative.
c'est tout un ensemble, il faut bien comprendre ça. Mais encore une fois, avant, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la maladie et d'où est-ce que ça vient, la maladie? Non, mais ça, bien Je veux sûr, dire, tout à fait. en médecine orientale, on vous dit c'est un dérèglement énergétique. Oui, c'est très bien. Enfin, c'est beaucoup plus clair que le fait de penser que c'est un problème purement organique comme on le fait. Mais n'empêche qu'il y a des cas. Moi, il y a des cas, je me fais soigner par la médecine occidentale. Il y a des cas, je prends des huiles essentielles. Il y a des cas, je fais rien du tout. Il y a des cas, je prends des tisanes de ceci ou de cela. Euh, voilà, tout a Alors une justement, en raison, ce tout a une moment-là, raison oui, d'être. tout a une raison, bien sûr. Oui, Alors voilà. là, on est en temps de crise sanitaire. Comment ces soi-disant mauvaises herbes, hein, bien sûr qu'ils ne le sont pas, ces plantes comestibles et médicinales, peuvent-elles nous aider à lutter contre le virus? Bon, c'est très simple. Là, C'est très simple, Anne. Encore une fois, je leur dis, la meilleure façon de soigner, c'est de pas tomber malade. On sait très bien que ce virus est pas dangereux, d'une façon générale. Par contre, il est très contagieux, mais il n'est dangereux que pour certaines personnes et des personnes qui ont généralement un certain nombre de déficiences et qui sont, comme on dit, à risque. Bon, ben le tout, c'est de pas se mettre dans la catégorie à risque. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est pas juste du hasard. Ça peut être du hasard. Il y a des gens qui n'ont pas de bol. Hein. Il y a des gens qui ont un diabète pour des raisons génétiques et des choses comme ça. Et puis on va pas leur jeter la pierre. Je veux dire, même les obèses qui font des crises de boulimie. Euh, et à qui, enfin, qu'on voit remplir le cahier de supermarché, de leur chariot dans les supermarchés avec des tas de choses qu'on a vraiment envie de leur dire, mais écoute, tu vas quand même pas manger ça. Moi, je peux pas leur jeter la pierre. Je veux dire, moi, je connais ma problématique aussi. Euh, j'ai la chance d'avoir pu travailler dessus et de m'être sorti de différents problèmes qui me pourrissaient la vie. Il y a des gens qui n'ont pas la chance de s'en sortir, donc je vais pas dire c'est si simple que ça. Mais d'une façon générale, d'un point de vue statistique, franchement, il n'y a pas de problème. On peut dire, il n'y a pas plus de problèmes qu'avec d'autres virus, bactéries qui sont autrement. Voilà. Enfin, je vais pas reprendre les discours dont certains sont justes, dont certains sont pas justes, parce que la plupart du temps ils sont pas nuancés, et ça c'est dommage. Mais voilà, on entend parler de toutes ces choses-là. Donc ça, je vais oui, non, non, puis c'est pas le but de notre entretien. ça, Alors, je vais pas le mais même redire, si c'est, mais tout ouais, ouais. simplement ce que je peux dire, c'est qu'encore une fois, c'est sur le long terme que ça joue, et que c'est sur le long terme, je pense très sincèrement qu'un apport régulier en micronutriments joue de façon positive sur le système immunitaire, et que euh, la meilleure façon de se soigner, c'est de travailler sur son système immunitaire. Et là où j'en veux quelque part à nos dirigeants, même au niveau de l'OMS, c'est quand même de dire, euh, enfin de ne pas parler du renforcement du système immunitaire, alors qu'on sait que, voilà, même si on pense que la vaccination est le nec plus ultra de la réponse aux agressions extérieures, le système immunitaire, quand même, on sait que c'est bien, et on sait que le fait de s'exposer euh, à des agressions virales ou bactériennes, ça provoque une certaine immunité quand même qui est pas négligeable. Oui. Voilà. D'autre part, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. On a choisi un modèle de société extrêmement performant, mais extrêmement fragile. On allonge notre durée de vie de façon artificielle, et les personnes qui sont à risque sont des personnes qui sont au-delà de la durée de vie, on va dire normale, dont je commence à faire partie moi-même. Sauf que moi, à 70 ans, je pète la forme. Là, pendant tout le confinement, j'ai pas arrêté de manger des plantes sauvages 2 fois par jour, parce que je mange pas le matin, donc je mange 2 fois par jour et j'ai mangé des plantes sauvages, et je me sens encore mieux qu'à l'habitude. Alors, est-ce qu'il y a une Alors relation? justement, François, Oui, est-ce qu'il y quand a... même, oui. Je veux juste terminer pour dire quand même, parce que il faut être, je pense que si on veut dire les choses d'une façon juste, il faut le dire d'une façon scientifique, c'est-à-dire d'une façon qui peut être contredite. Et je vais dire que je suppose que c'est pour ça que je me sens particulièrement en forme, et que c'est pour ça que j'ai été exposé à ce virus, et même de façon très près, je connais des gens qui l'ont eu, et que moi j'ai rien ressenti du tout, j'ai rien. Voilà, donc je suppose que c'est ça apporte de l'eau à mon moulin, et je prêche pour ma chapelle, évidemment.
Alors justement, rentrons dans un volet un petit peu plus. Alors, on se rapproche de la fin de notre interview, mais j'aimerais vraiment qu'on passe à ce volet un peu plus pratique. Dites-nous, mettez-nous un peu l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous avez mangé pendant ce confinement? Et pour un peu des débutants, qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans l'assiette un peu... Alors, de base, vous allez me dire, ça dépend de chaque région, ça dépend si vous êtes en ville, à la campagne, etc. Mais par exemple, vous nous avez fait envie avec vos pissenlits, là, vos recettes pendant le confinement. Oui, c'est ça, Vous oui. les avez même torréfiés pour en faire un sorte de café. Oui, c'est ça, oui. Euh, Café de racine de pissenlit, oui. Avec les racines de pissenlit, qu'est-ce qu'on pourrait avoir un peu dans une assiette assez simple, comme ça? En ce moment, il y a des orties. Chez nous, en Suisse, là, il y a de l'ail des ours. Qu'est-ce qu'on pourrait composer comme assiette assez simple pour des débutants? Je reviens là-dessus. Ouais, ben en l'occurrence, j'étais chez moi à côté de Romont, donc le plateau suisse. Voilà, donc c'est pas une biodiversité extraordinaire, c'est pas comment dire une, une enfin un développement particulièrement précoce ou spécial. Voilà, c'est ce qu'on va trouver partout en Europe. Et on a utilisé avec ma femme une trentaine de plantes différentes et on a développé, écrit et photographié près de 70 recettes, 66 recettes exactement, différentes, donc plus d'une par jour. Et qu'est-ce qu'on a avec les pissenlits? Mais les pissenlits, on les a déclinés de toutes les façons possibles et Ah oui, j'ai vu à la imaginables. catalane. Voilà, on a fait à la catalane, on a fait des brettes de pissenlit, on a fait des omelettes de pissenlit, voilà, avec l'égopode, on a utilisé beaucoup l'égopode, on a fait des champignons farcis à l'égopode, on a fait, j'ai fait de la daube de sanglier à l'égopode, euh, j'ai fait des quiches d'égopode, et puis la berce, on a fait des gratins de berce, choux farcis à la berce, qu'est-ce qu'on a fait? Un Alors la berce, vous curry de pouvez nous berce. dire ce que c'est? La berce, c'est les cucs dans le canton de Fribourg. C'est les cucs dans le canton de Vaud. C'est ces grandes ombellifères là qui poussent un petit peu partout dans les prés et dont on ne sait pas exactement ce que c'est parce qu'en fait, il y a deux espèces différentes. Il y a des chérophytes d'un côté, il y a des berces de l'autre côté. Et nous, les berces, c'est les plantes qui ont plein de poils et qui ont des grosses feuilles. Et c'est vachement bon, quoi. Et c'est vachement bon. On a commencé par les violettes odorantes. Au tout début du confinement, c'est les violettes odorantes. On avait plein chez nous. On a fait du sirop de violette. On a fait des fleurs de violette. On a fait des fleurs de lilas cristallisées. C'était vachement sympa. Ça, c'était un peu plus tard. Très très bon, fleurs de lilas cristallisées. Bon, voilà, le lierre Ça donne terrestre envie. aussi avec lequel on fait des apéritifs. On a fait fromage de chèvre au lierre terrestre qu'on a mis sur des Ah oui, rondelles. j'ai vu cette recette, Ouais, on l'a effectivement. mis sur des rondelles Oui. de radis et de je ne sais plus quoi d'ailleurs. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait encore qui était vachement sympa avec le plantain. On a fait du pesto de plantain, bien sûr. Pesto de Alors le plantain, plantain, on moi je sait m'en que c'est régale. une plante médicinale, hein, en plus. Mais tout est médicinal, Anne. Tout est Il n'y a médicinal, pas de oui. plante qui ne soit pas médicinale, citez-moi une. Je serais bien incapable, Ben voilà. Toutes les plantes sont médicinales, bien bien sûr. sûr. Mais certaines sont réputées, alors non, pas Ah, ben forcément. Alors réputé. peut-être Non, qu'elles mais sont plus attention, en avant. attention. Alors ah oui, oui, bien Attention, sûr, Anne, elles sont Anne, s'il plus vous en avant plaît. dans la Anne, pharmacopée, effectivement. Anne, Anne. Je voudrais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne connaissons que la pointe de l'iceberg. Oui. Moi, je vous ai dit, allez, prenons la Suisse, on a 3500 espèces de plantes. Prenons la France, on a 4800 espèces de plantes. Là-dessus, on en a répertorié, allez, qu'est-ce qu'on va dire, 500 qui ont des propriétés médicinales. Et encore, il faut vraiment bien tirer, hein, vraiment bien tirer. Et j'en ai recensé, moi, on va dire un peu plus d'un millier qui a des propriétés alimentaires. C'est pas beaucoup. Ouais, Sur les plantes européennes, c'est 12 000 espèces, il y en a 1600 de comestibles et il y en a peut-être 500, 5 à 600 de médicinales connues, répertoriées. Mais elles sont toutes médicinales. Toutes, ouais. toutes. Alors quelles Donc seraient on en ce sait pas moment grand-chose, quoi. les bonnes tisanes là, faciles à faire pour booster notre immunité avec des plantes qu'on Mais il faut trouve pas faire des tisanes, hein, il faut manger des plantes. vous les faites pas en tisane? Non, Non. bah non. Alors vous les cuisez comment pour pas qu'elles perdent leurs Mais elles micronutriments? perdent pas leurs micronutriments. Quand vous faites un chou farci à la berge, il y a tellement de nutriments au départ qu'il y a tout plein de nutriments à l'arrivée. Il faut sortir de ce concept de on cuit, ça tue tout.
C'est pas vrai. Non, mais on sait que on se dit que la cuisson au-delà de 95 degrés tuerait quand même bon nombre de nutriments. Vous vous Et dites que c'est alors, il y en faux, a ça? tellement, de toute façon, on se pose pas de problème. Puis, de toute façon, on va se faire des salades, on va manger des plantes crues aussi. Ce qui est important, c'est la diversité. Faut pas tomber dans un trip, pouf, comme ça. D'accord. Ah non, Alors, ça c'est ne dangereux. tombons pas dans le Ça c'est trip. dangereux, Ça, Anne. Au c'est... contraire, c'est D'accord. très dangereux parce que quand on pense d'une façon donnée, on se bloque, on se coince. Et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes de santé. Il faut garder l'esprit complètement ouvert. Et c'est ça aussi que les plantes, elles nous apprennent. Elles se posent pas de questions, hein. Elles y vont. Alors, une Oh, salade dans le pissenlit, par exemple, qu'est-ce que vous mangez? Vous mangez tout dans le ouais, pissenlit, mais voilà, comment exactement. La vous le racine, valorisez? De quelle manière? la racine en café ou la racine. On a fait un condiment, aussi un condiment japonais. Les Japonais, ma femme est japonaise, elle est cuisinière de cuisine traditionnelle japonaise. On a fait un condiment avec ça. Tekka, ça s'appelle. Ensuite, on mange les feuilles. Alors, je vous dis de 2000 façons différentes. Les boutons floraux, on peut les faire comme des capres, par exemple. Les fleurs, on en a fait de la gelée de pissenlit. On a fait de l'apéritif. On en a fait avec la gelée et le reste pour la gelée, on a fait des meringues, on en a fait des petits sablés, on en a fait des gâteaux, des biscuits, des cuits de fois. Voilà. Bon, voilà. Je crois qu'avec le thé matcha, vous avez dégusté des petits cakes qui avaient l'air délicieux, là. C'est ça, ouais, exactement. C'est les petits cakes, des petits carrés de pissenlit, ouais. Hmm. Ouais, exactement, ouais. Bon, bah, ça nous donne l'eau à la bouche, tout ça, François Couplan, et il n'y a plus Voilà. qu'à aller suivre vos stages à la fois de cueillette et de cuisine, puisque tout à l'heure, au tout début d'émission, vous avez mentionné, alors déjà, vous avez voyagé sur tous les continents, et puis vous avez des attaches un peu partout. Vous le disiez, votre femme est japonaise, vous organisez aussi Oui. des cours de cuisine et de cueillette et de découverte là-bas au Japon. Et vous le mentionniez au début, et je pense que vous pensiez aussi à ça, que les Japonais, en fait, traditionnellement, ont cette connaissance plus proche, en fait, de la cueillette sauvage, des plantes qu'on a un peu perdues chez nous, c'est ça? Bah, c'est-à-dire que eux, ils ont connu leur période féodale, mais elle s'est pas marquée de la même façon. Euh, les différences n'ont pas été les mêmes. On a décidé de faire autrement. C'est-à-dire, par exemple, les paysans n'avaient pas le droit de porter des armes, tandis que les dominants, quoi, les guerriers, avaient le droit de porter le katana, par exemple, porter un chignon, machin comme ça. Bon, mais au niveau alimentaire, il n'y a pas eu de différence. Donc ça veut dire que tout ce que produit la nature, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des shintos, c'est-à-dire que ce sont des animistes, c'est-à-dire qu'ils ont une relation particulière Hmm, avec les bien esprits de la sûr. nature que nous, on n'a pas. Nous, on est des chrétiens. Le chrétien, ça nous incite à dominer la nature. Le shinto, ça nous incite plutôt à trouver une relation avec la nature. Même si on la domine aussi, hein, ce sont des cultivateurs, de riz, enfin, etc. On peut en discuter longtemps des deux Oui. côtés. Mais toujours est-il que voilà, la notion de récolte des plantes sauvages est toujours très présente au Japon. C'est même comme ça qu'on s'est rencontré avec ma femme. Parce qu'elle avait un restaurant au Japon, elle a voulu faire une pause et venir voir en Europe comment on utilise les plantes sauvages. Elle a été très étonnée de voir que les gens ne connaissaient pas les plantes sauvages et ne les utilisaient pas. Donc, comme une de ses amies était en train de traduire un de mes livres en japonais, elle m'a mis en contact avec elle, et puis bah voilà, voilà. Du coup, elle est restée vivre Hmm. ici. Elle donne des cours de cuisine japonaise également, ou dans lesquels elle inclut des plantes sauvages, ce qui est normal. Et nous, on devrait être au Japon en ce moment, on n'y est pas pour les raisons que chacun sait. Et Oui. voilà, c'est vrai, on donne aussi des cours sur les plantes au Japon. Voilà, parce qu'il y a toujours des choses à apprendre et à enseigner. Et c'est très bien Hmm. comme ça, effectivement. Ah bah c'est super. Et j'aimerais vous citer doublement. Là, dans votre livre, vous dites ce n'est pas forcément la plante la plus rare, la plus exceptionnelle qui présente à mes yeux le plus d'importance. La moindre pâquerette me touche autant que l'orchidée unique au monde. Mhm. Je ne renie pas, c'est une réalité, Voilà. et c'est vrai C'est pour une tout. réalité. Quand on vous entend, on le comprend. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est cette diversité, en fait. Et qu'il n'y a pas, vous le dites, il n'y a pas une cuisson, il n'y a pas une façon de faire. En fait, ce qui est Non. important, c'est le tout, le totum, finalement, on revient toujours à ça. Oui, ben, je vais vous dire, vous voyez, même par exemple, bon, j'ai travaillé avec des chefs cuisiniers, des étoilés, des choses comme ça. J'ai mangé les plats les plus fins, les plus délicats, les plus chers du monde, les produits les plus exceptionnels et tout ce qu'on veut. Je m'en fiche complètement. Moi, une bonne poêlée d'ortie avec un petit morceau, un petit peu, avec quelques oignons et de l'huile d'olive et un petit peu de gruyère râpée. Mais purée, je suis heureux, quoi. J'ai pas besoin de plus. Franchement, franchement, la simplicité.
c'est aussi intéressant que la sophistication la plus poussée finalement. Oui, parfois c'est ça aussi le luxe, c'est revenir à cet Ouais, essentiel c'est vrai, ouais. et c'est ça en fait et Ouais, c'est ça qu'on a besoin de faire nous en tant qu'humains, c'est revenir vraiment à cet essentiel et cette deuxième citation: oui, «Des plantes, vous en croisez chaque jour, où que vous vous trouviez, peu importe, il y en a partout». eh oui, eh oui. Là, tout à l'heure, je prends le Je train. le rappelle, hein, parce qu'on Oui, on a vraiment ce sentiment, et encore plus pour les gens qui habitent dans les villes, que ça a disparu, que ça n'existe plus dans les villes, et vous vous dites qu'il y en a partout. il y en a partout, il y en a partout. Là, je prends le train tout à l'heure pour aller à Paris. À Paris, il y a plus d'un millier d'espèces de plantes. Je vais donner une sortie au bois de Vincennes, emmener les gens au bois de Vincennes. On va voir, mais plein de plantes. Et on pourrait même quand je descends en bas de chez moi, dans le 5e, ça foisonne. Ça foisonne surtout depuis qu'on met plus d'herbicides en ville, je dois dire. Ça fait quand même une sacrée différence. Je vois, Hmm. Lausanne, par exemple, est une ville extrêmement, j'allais dire fleurie, mais c'est pas seulement fleurie. Une ville extrêmement verte où il y a énormément de plantes sauvages de tous les côtés. Enfin, c'est vrai partout, quoi. C'est vrai partout. Il y a pas une ville, il n'y a pas un endroit, même en ville, où il y a rien. Mais il suffit d'observer, voilà. L'important, c'est vraiment d'observer, quoi. Voilà. Alors merci infiniment François Coupland, vous me fascinez depuis toujours et je viendrai un jour faire un stage avec vous et j'espère aussi votre épouse. En tout Oui, cas, j'incite toutes celles et ceux qui nous écoutent à se renseigner, à faire de même et à se procurer votre livre, Ce que les plantes ont à nous dire, votre dernier livre aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous y découvrirez tout un pan méconnu du vivant et si vous faites bien attention, peut-être ressentirez-vous au plus profond de vous aussi, ce que les plantes ont à vous dire. Alors vous pouvez aussi aller sur le site internet de François qui est www.coupland.com. Merci infiniment. avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.